Mon nom est Victor Haïm, il paraît que ça veut dire la vie. Alors on me l'a dit parce que à chaque fois qu'on trinque, on dit le Haïm. Alors c'est pas mal de s'appeler la vie quand même, pour quelqu'un qui a si peur de la vie, de la mort et de tout le reste. J'étais un enfant aimé par ses parents. J'ai fait ce qu'il fallait pour surnager au milieu des difficultés d'enfant. Et puis je suis arrivé à m'émanciper en quittant Nantes où j'habitais. On a dû quitter cette ville précipitamment, passer la ligne de démarcation, fin 41 de 42, je ne sais plus. Et en fait, il y avait déjà une injustice liée à votre situation financière, sociale. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient payer un passeur, voilà, on passait, mais il y en avait qui ne pouvaient pas. Et mes parents ne pouvaient pas. Ils étaient pauvres. C'est pas une tare d'être pauvre, mais pour beaucoup de gens, c'est une tare. Ils étaient pauvres. Et on avait une tante, un oncle, qui avait les moyens. On a dit, oh, il faut quitter Nantes. Mon père a d'abord passé la ligne de démarcation tout seul. Et puis il nous a dit dans un langage codé, parce qu'on lisait le courrier. On ne lisait pas les cartes postales. Sur les cartes postales, il mettait « Oh, je pense que le climat à Nantes, avec la pluie, le mauvais temps, le froid, c'est pas bon pour vous. Venez plutôt me rejoindre. » Ma mère comprenait que il fallait se tirer de Nantes. Donc on est parti. Elle nous a pris comme ça, on a payé un passeur, on a pris un train, on est arrivé à Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'était la ligne de démarcation. Et c'est là qu'on a passé la ligne de démarcation, un peu de nuit, un peu de jour, un peu en voiture, un peu à pied, beaucoup à pied. Et à pied, on s'est fait piquer par une patrouille. On nous avait dit, si jamais vous êtes arrêté par une patrouille allemande, moi, passeur, je ne vous connais pas. Parce que si je vous connais, je fais arrêter tous les autres qui sont en train de passer la ligne. Voilà. Donc, vous marchez, il faut aller jusque tout au bout de la route. On atteindra la zone libre. Mais avant, pendant la nuit, on avait marché dans les champs. On a fait des kilomètres comme ça. Puis après, le passeur nous a dit, maintenant, vous ne pouvez pas rester groupés. Si on est groupé, on est repéré. Donc il faut que vous soyez le plus individuel possible, quoi. Voilà. Donc on a été sur la route, ma mère et ma sœur qui avait 2 ans de plus que moi, et moi. Et on ne devait pas avoir l'air d'être des gens qui fuyaient. Donc pas de grosses valises. On se promenait, je me souviens que j'avais même un ballon pour avoir l'air d'être du coin, voilà. Et tout à coup, on a vu deux militaires allemands à bicyclette avec un chien, un berger, allemand lui aussi. Il nous a arrêtés. Et il a dit à ma mère, pas pire. Alors ma mère a donné des papiers. Évidemment, la carte d'identité était falsifiée. On avait gratté Haïm, on avait gratté le tréma, on avait gardé M et on avait ajouté E accent aigu. On s'appelait donc Aimé, ce qui est bien franchouillard, hein, monsieur et madame Aimé, le petit garçon Aimé. Et ma mère m'avait dit, tu parles pas, tu dis rien, etc. Anecdote que j'ai jamais racontée, ma mère avait dit, écoute, on n'a rien, on n'a pas de bijoux, mais malgré tout, on a une étoile de David montée sur une pièce en or. Et c'est une étoile de David. Et il y a sans doute quelque chose en hébreu en dessous. Elle me l'avait mis au revers, là. C'est-à-dire qu'il suffisait de faire ça pour voir l'étoile de David. C'était quand même énorme. Alors j'avais ça, je ne devais rien dire, et les Allemands ont dit à ma mère, « Pourquoi vous êtes là ?» Ma mère dit, « Écoutez, je passe dans la forêt, dans la nature, parce que ma fille, ma sœur qui était maigre comme un sang de clou à l'époque, est malade. Elle est malade des poumons.
Elle mimait les choses. Vous savez, quand les gens sont étrangers, soit on parle fort, comme s'ils allaient mieux comprendre, soit on mime. Elle a mal. Elle tousse. Vous comprenez, monsieur? Il regarde les papiers. Habité Asnières. Asnières. Oui, Asnières, c'est tout près de Paris. Et pourquoi là? Parce que là, il y a du bon air. Vous comprenez? Du bon air. Alors il regarde. Il parle un peu avec son camarade. Regarde. Il regarde ma sœur. Il me regarde moi. Et il dit pourquoi vous êtes là? Alors ma mère dit, je vous ai dit, on va chez Monsieur Jailloux. Elle invente un nom qui lui sort de la tête. Quand on est en danger, on a tout à coup des réflexes bizarres. Elle dit, Monsieur Jailloux, c'est une villa blanche avec des volets verts, et c'est là où on nous attend. On va être là pour ma fille qui tousse, qui a besoin d'air. Elle répète. Et il y a une femme qui arrive à bicyclette. Et ma mère se tourne vers la femme, elle tourne un peu le dos au policier. Et elle fait « Madame, vous connaissez la maison du docteur Jailloux ?» Elle fait « Non, non !» Elle s'en va. Elle a vu des Allemands, elle a eu peur, elle est partie. Alors, je pense que ma mère a dû se dire « Là, on est fichu, quoi. » À ce moment-là, paraît un homme, à pied, il avait des sabots, il avait une salopette et une casquette. Je m'en souviens comme si c'était là, il y a un quart d'heure. Et il voit ma mère. Et il devait avoir l'habitude de voir des gens passer sur la route qui menait à la ligne de démarcation, là où on devenait en zone libre. C'était très peu de distance. Et ma mère fait le même manège, les mêmes mimiques, le même cinéma. Elle se tourne vers le vieil homme, elle dit « Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez la maison de Monsieur Jailloux? C'est une maison blanche avec des volets verts. » Elle tourne le dos aux Allemands, qui ne voient pas le manège. Et le type dit « Bien sûr, madame, c'est pas loin du tout, je vous y conduis, je vous y conduis. » Les types, les Allemands, les deux policiers allemands, ils ont remis les papiers dans le sac de ma mère. Ma mère a fermé son sac, elle a dit au revoir monsieur, on a tourné le dos aux Allemands. Le type a pris le bras de ma mère, nous a emmenés loin et il nous a dit tout en marchant, madame ne vous retournez pas, ne les regardez pas, il pourrait avoir un remords de vous avoir laissé filer. On marche doucement. Et vous attendez le passeur, ce qui prouve bien qu'il était au courant. Il dit oui, alors marchez, vous devez atteindre une ferme qui sera éclairée, parce que la nuit commençait à tomber. Vous irez jusqu'à cette ferme, il faut que vous rentriez dans cette ferme, parce que c'est là que vous serez protégé. Et on continue, et il nous dit au revoir, et il s'en va. Cet homme était tombé du ciel, on peut dire, si on était un peu mystique et croyant, et en croyant qu'il y a un bon Dieu. Bon, peut-être qu'il y a un bon Dieu, parce que le bonhomme, il est venu là, il est parti, il nous a laissés. On a marché sur la route avec ma mère, et tout à coup, le fameux passeur qu'on connaissait, qui nous avait emmenés sur ce lieu, nous dépasse à bicyclette et nous dit « Courez vite, il y a une patrouille qui vient, mais c'est une patrouille motorisée. » Elle nous a pris comme ça, on a couru. Et à travers les arbres de la forêt, on a vu une lumière d'une ferme. On a couru là. On nous a vu courir sans doute à l'intérieur de la ferme, on nous a ouvert la porte. On est rentré dans la ferme, on a fermé la porte, on a éteint la lumière, et 10 secondes après, on a entendu peut-être les camions, les sidecars, les motos, toute l'armada allemande qui passait sur la route. Alors,
On les a laissés passer, on a attendu le silence, et on s'est aperçu, en rallumant la lumière, que ma mère s'était évanouie. Franchement, honnêtement, moi j'ai pas eu très peur. Enfant, je réalisais pas. Comme on dit ce terme qui veut peut-être rien dire, je ne réalise pas. Je n'avais pas conscience du danger. Là où j'ai eu plus de peur, c'est que quand j'étais au collège des curés, qui étaient très gentils avec moi, ils sont venus fin 42, ils m'ont vu, ils m'ont dit « Victor, est-ce que tu es un petit garçon courageux ?» Ben oui, alors je savais qu'il fallait dire mon père. Oui, mon père. Bon, il faut que tu sois courageux parce que ta maman va pas venir te voir dimanche. Ah, pourquoi? Déjà le tressaillement. Parce que, tu sais, son papa, sa maman, sa sœur et ses 2 frères ont été emmenés par les Allemands. Ils ont été déportés. Ils ont eu le temps de lancer un billet par le bus qui les a emportés. J'ai la lettre où ils disent on nous met pour l'instant à Drancy et nous partons demain ou après-demain. On nous dit que c'est en Allemagne ou en Pologne. Voilà, c'est tout. Et elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Plus jamais. Donc on a attendu là. Une camionnette est venue au petit matin. On nous a mis dans la camionnette. On est passé en zone, on était en zone libre. Ça y est, on était en zone libre. Et ma mère, à Nantes, espérait toujours, il y avait des organismes qui vous donnaient des informations, qui disaient, il y en a qui reviennent. Alors pendant des années, peut-être que j'exagère, peut-être pas des années, peut-être des mois et des mois, elle a pensé que ses frères, qui étaient des gaillards, des beaux hommes costauds, avaient pu résister, avaient pu échapper au four crématoire, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils sont morts d'épuisement? Est-ce qu'ils ont été assassinés? Est-ce qu'ils ont été brûlés? On ne sait pas. Mais elle a toujours espéré. Elle a dit... Elle avait des amis qui étaient à Paris, qui lui disaient, voilà, il y a des gens qui sont revenus, il y a M. Lévy qui est revenu, il y a M. Cohen, elle disait peut-être qu'on va nous dire qu'un jour, mes frères sont revenus. Ils ne sont pas revenus. Ni sa mère, ni son père. Voilà. Alors c'est un destin étrange d'être né, pour mon grand-père maternel, d'être né dans l'île de Crète, à la Canée, de quitter l'île de Crète, de vivre quelque temps en Italie, non, de vivre d'abord en Égypte, de trouver ma grand-mère, de l'épouser, de faire 5 enfants, de revenir, de passer par Bologne, et puis ensuite de venir à Paris, de venir à Courbevoie, dans la banlieue parisienne, avoir son petit magasin de fourrure, et là, se faire dénoncer par des voisins qui disent « il y a des juifs dans notre immeuble ». Ça, on l'a su parce que c'était quand même bizarre qu'ils viennent et tout. Et puis après, je suis allé dans cet immeuble et j'ai vu que les voisins avaient l'aspirateur, avaient des objets qui avaient appartenu à mes grands-parents. Moi, j'en veux pas des masses à ces gens-là. Ils disent ils sont morts. Bon, j'en veux pas des masses. On en veut, on n'en veut pas, mais je veux dire, on ne peut pas vivre avec le ressentiment et la haine toute sa vie. Vous savez, il y a un grand penseur que j'admire beaucoup qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, qui dit, cet homme si intelligent, si brillant, qui dit qu'il ne peut plus, alors mettre les pieds en Allemagne, bon, pourquoi pas, mais ne plus entendre la langue allemande et ne plus même écouter de la musique allemande. C'est-à-dire qu'on ne va plus écouter Schumann, Jean-Sébastien Bach et Mozart. Non mais, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Si Bach, Mozart ou Schumann ou Schubert avaient vécu, est-ce qu'on sait comment ils auraient réagi contre Hitler ou pour Hitler? Est-ce qu'on sait comment ils auraient été? Wagner, on le sait. Wagner, ses écrits sont épouvantables. C'est le Céline allemand, quoi.
C'est effrayant. Céline, j'aurais voulu le voir, j'aurais voulu le gifler, j'aurais voulu... Voilà, j'ai de la haine, j'ai vraiment de la haine pour ces gens-là. Jean Giono qui dit « On m'interroge sur les juifs, moi j'en ai rien à faire des juifs, ça ne m'intéresse pas. » Le grand pacifiste. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période, sinon que c'était invraisemblable, que c'était incroyable, incroyable. Être enfant, renier son identité, déjà, bon, le Victor Aimé, bon, il s'en est sorti. Alors en 45, on est rentré pendant l'été à Nantes, et nos voisins ont dit « Ah, monsieur et madame Haïm, mais on était sûr que vous étiez mort, sûr et certain que vous étiez mort. » Et le logement était occupé par un commissaire de police qui s'était dit « Bon, l'appartement est libre, les Haïm ne reviendront plus. » Donc il s'était installé avec sa famille, tout. Ma mère avait ses clés. Elle a ouvert la porte, elle n'a même pas sonné. Elle a ouvert, elle est rentrée. Le gars lui dit « Madame, qu'est-ce que vous faites là ?» Vous rentrez. Il dit « Mais vous savez que j'habite là, je suis locataire depuis 20 ans ici. Mais je suis Madame Haïm. » Ah, excusez-moi, on croyait que vous étiez mort. On a envie de dire dommage. Hein.